Salut tout le monde, mon nom c'est Elliot, bienvenue à notre podcast. Donc je suis avec mon ami Justin. Bonjour. En fait, j'ai décidé de faire un podcast avec mon ami parce qu'il a beaucoup de connaissances, il lit beaucoup de choses sur des sujets super intéressants. Puis moi, je suis un fan de podcasts, donc j'ai décidé de faire un podcast avec lui de façon entrevue pour justement en apprendre plus sur ces sujets-là. Donc, Justin, si tu pourrais un peu nous en dire plus sur toi. Ouais, donc moi, je suis un étudiant de mathématiques. J'ai étudié pendant plusieurs années et j'étudie toujours dans le domaine. Je suis aussi chargé de cours à HEC, donc j'enseigne des cours de mathématiques, statistiques, finances, etc. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup étudier, j'aime beaucoup transmettre la connaissance. Puis, Elliot, c'est un de mes amis depuis plusieurs années. Puis par des conversations à gauche, à droite, il en venait à me poser beaucoup de questions de nature philosophique, mathématiques, scientifiques, etc. Donc on s'est dit, pourquoi pas formaliser ça un peu, plutôt que de se faire des échanges personnels, on pourrait en faire profiter aux gens. Puis moi, d'un point de vue un peu égoïste, un peu personnel, je me suis dit, c'est une très bonne occasion pour mettre mes idées en mots, transmettre les choses que je connais, puis par le fait même, consolider ces connaissances-là. Exactement. Puis aujourd'hui, pour le premier épisode, on va parler des problèmes métaphysiques de qu'est-ce que la réalité. Donc, Justin, si tu pouvais nous en dire plus là-dessus. En effet, bon, c'est un problème évidemment qui est a priori très abstrait, puis certainement que on peut se demander à quoi ça sert de parler de ça. Parce que c'est facile de vivre notre vie sans jamais questionner vraiment la réalité, puis de vivre une vie épanouie, heureuse, etc. Mais, si on y pense un peu, prenons un objet tout simple. Moi et Elliot, à l'instant, on se parle, on est assis à une table. On s'entend que on a une conception de qu'est-ce que la table, on peut la toucher, la décrire, la sentir, voir sa couleur, etc. Mais la science d'aujourd'hui nous dit que la table est composée principalement de vide et d'atomes. Et que nos sens nous trompent. Dans le fond, c'est pas un objet qui est continu, qui est solide comme on le pense. Donc ça, si on creuse un peu ces genres de réflexions-là, on se rend compte que quelque chose qui nous semble très intuitif, très naturel de juste considérer le monde réel tel qu'il est, ben ça soulève énormément de problématiques. Ces problématiques-là, on les connaît depuis très longtemps. On sait que les Grecs... on a des écrits grecs qui en parlent. Il n'est pas il est pas absurde ou fou de penser que dès qu'on a développé le langage, on a pu formuler nos inquiétudes, nos questionnements ou nos problèmes métaphysiques. Puis on retrouve beaucoup de ces conceptions métaphysiques-là dans les premiers mythes des anciennes civilisations, comme j'ai dit chez les Grecs, mais aussi chez les Indiens, chez les Égyptiens, etc. Donc pour aujourd'hui, avant de commencer, puis ça tient vrai pour toutes les autres discussions qu'on va avoir, on n'est pas des experts sur le sujet. Elliot va surtout me poser des questions personnelles, peut-être pour satisfaire sa curiosité. On espère bien sûr que ça va satisfaire la vôtre aussi, mais ça se peut que je me trompe, ça se peut que je dise des bêtises, des incongruences, que je cite mal des auteurs ou des théories ou des idées. Comme je dis, on fait ça vraiment pour le plaisir puis pour apprendre, donc ne maintenez pas trop rigueur si on fait des erreurs. Ouais, exactement. Donc, on vous demanderait aujourd'hui d'être indulgent avec ce qu'on va dire. Puis, si je peux me permettre, une autre indulgence qu'on aimerait vous demander, c'est de comprendre que tout ce qui est dit, j'ai pas de texte, j'ai pas de quelque chose de préparé, donc ça se peut que des fois, ce soit un peu décousu, ça se peut qu'on fasse des parenthèses sur d'autres sujets. On veut vraiment juste laisser la discussion aller naturellement, puis on pense que ça va être mieux comme ça. Exact. OK, donc je pense qu'à ce moment-là, je te demanderais de ce que tu sais, de ce que tu connais, c'est quoi les différentes conceptions métaphysiques du monde qu'il y a, qu'on connaît aujourd'hui? Ben, c'est ça. Donc, si on regarde le problème de la réalité, la façon la plus naturelle peut-être pour nous de résoudre ça, puis je dis nous en tant que quelqu'un qui n'a pas réfléchi profondément à la question, c'est de dire, ben, il y a un monde extérieur qu'on appelle la réalité, on habite ce monde, on en fait partie, et puis grâce à nos sens, on perçoit adéquatement le monde. Ouais. Ben, déjà là, cette conception-là soulève plusieurs problématiques. Premièrement,
qu'est-ce qui nous dit que avec nos sens, on perçoit adéquatement le monde? Donc, par exemple, prenons la table. Moi et Elliot, on est assis à une table. On est d'accord, on s'entend qu'il y a une table, on peut la toucher, elle a un poids, elle a une consistance, mais la science d'aujourd'hui nous dit qu'en fait, la table est majoritairement composée de vide et de petites particules qu'on appelle des atomes, qui sont eux-mêmes divisibles en de plus petites particules qu'on appelle, je me souviens même plus comment on appelle ça, mais X, Y, Z. Donc déjà là, nos sens nous ont trompés en une certaine façon. Nous, on voit un objet continu où est-ce qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de trou, c'est que de la matière, mais en fait, c'est principalement du vide. Ouais. Donc, nos sens sont très, très limités pour avoir la perception du monde qu'on a autour de nous. Donc ça, c'est une des premières constatations. Puis, nos sens, on sait aujourd'hui aussi qu'ils sont issus d'un long processus d'évolution. Donc, premièrement, une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui garantit que l'évolution nous a donné des sens qui permettent de percevoir le monde tel qu'il est? Mm-hmm. Bon, une des premières réponses plus faciles, c'est de dire, ben, si on voyait le monde tel qu'il ne l'est pas, ou si notre vision du monde à travers nos sens était erronée, ce serait pas bon pour la survie. Okay? Ça serait détrimental à notre survie. Donc, la théorie de l'évolution peut nous donner une raison de croire que nos sens sont adéquats jusqu'à un certain point. OK. Par contre, on sait aujourd'hui aussi, à travers des études cognitives, des choses comme ça, que il y a beaucoup de l'information qui est perçue par nos sens, soit notre ouïe, notre vision, etc., qui est filtrée, qui est remodelée, qui est retravaillée par le cerveau pour qu'on soit capable de l'interpréter. Donc, on voit déjà que quelque chose qui est banal, si on ne prend pas trop le temps d'y penser, on voit la table comme une table, on voit un ordinateur comme un ordinateur, puis on peut vivre notre vie d'une façon très adéquate sans jamais se poser ces questions-là, mais dès qu'on s'y lance, on arrive dans des problèmes hyper compliqués, puis c'est vraiment le propre de la métaphysique de dealer avec ces choses-là. OK. Mais justement, moi, je me pose la question, parce que quand tu parles de ça, tu dis qu'on peut vivre une vie très normale sans justement se poser ces questions-là. Quelle est, pas nécessairement la raison, mais est-ce qu'il y a des bénéfices, mettons, pragmatiques ou pratiques à justement se poser des questions-là dans la vie de tous les jours? Ben, OK. Moi, personnellement, ce que je répondrais, c'est que par simple curiosité, par simple soif de connaissance, par simple souci de comprendre la vie bizarre et parfois absurde qu'on mène, pour moi, ça, c'est suffisant. Bon, certains vont dire, non, ce n'est pas suffisant. Moi, je m'en fous d'apprendre des choses bizarres sur des spéculations métaphysiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, je sais pas, avoir une entreprise ou quelque chose de très concret. Aider les gens, des choses comme ça. Ouais, des choses plus pragmatiques, un peu moins abstraites. Exactement. Okay. Donc, évidemment, comme j'ai dit au début, moi, je suis en mathématiques. J'aime beaucoup l'abstrait. C'est des questions qui me fascinent. Si on veut trouver des raisons un peu plus pragmatiques, aujourd'hui, on a souvent l'impression, puis je pense que c'est un peu le propre de notre époque, qu'on a découvert beaucoup de vérités à travers la science, qu'on comprend pas mal bien notre monde, qu'on sait où notre place dans le monde, puis que les scientifiques sont les autorités en dernier recours sur plusieurs questions. Donc, si vous regardez les nouvelles, vous lisez des périodiques, etc., on va dire tel expert, puis on vient de comme donner on vient de lustrer leurs propos d'une espèce de certification de cette personne étant experte, en ayant étudié la question, on peut y faire confiance. Quand on creuse un peu sur qu'est-ce qui se passe en science, puis en fait, ça remonte peut-être à Kant ou même avant, il faut, pour être capable de faire la science, avoir une certaine conception métaphysique du monde. Cette conception-là est souvent implicite dans la science. Donc, si on prend la science moderne, du moins, on peut dire à peu près depuis l'époque de Galilée et Descartes, qu'on considère souvent comme le point tournant entre le Moyen-Âge et puis la modernité, d'un point de vue scientifique. L'idée de Descartes par rapport à la métaphysique, c'est de dire
réduisons le plus possible les concepts à des éléments simples qui sont intuitivement faciles à concevoir et qui sont intuitivement vrais. Donc, par exemple, la physique utilise beaucoup ce paradigme qui est en quelque sorte métaphysique pour dire, ultimement, on va expliquer la physique à travers des concepts simples, des relations mathématiques entre les différents objets physiques. Donc déjà là, de dire que le monde s'explique, par exemple, si on prend la mécanique de Newton, de dire que le monde s'explique à travers des masses, des vitesses, des positions d'objets, ça relève d'une conception métaphysique du monde, parce que, ultimement, la seule façon qu'on a de vérifier que cette conception-là soit vraie, c'est de faire des expériences. Mais nos expériences sont eux-mêmes teintées de notre vision métaphysique. Donc, si on remonte un peu puis on creuse, ce que la plupart des gens ne font pas parce que c'est pas... il n'y a pas une raison pragmatique première de le faire, mais si on creuse un petit peu sur qu'est-ce qu'on a besoin comme base pour faire de la science, on arrive rapidement à la métaphysique. Donc, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est technologie, tout ce qui est construction de l'humain dans la réalité, dans la civilisation dans laquelle on vit, ultimement, on a eu besoin de questionnements métaphysiques. Puis ce sont ces questionnements-là qui sont à la base de la science. Ouais. Donc, si je comprends bien, dans le fond, toutes les avancées technologiques ou scientifiques qu'il y a eu, en fait, venaient, après ma barre, d'une certaine curiosité qui n'aurait pas pu vraiment exister sans cette curiosité abstraite-là à la base. C'est-tu un peu ça que tu as essayé? C'est un peu ça que j'ai... Donc, quand on me demande des raisons pratiques de le faire, ben c'est un peu ça. C'est un peu de se demander, de se rendre compte que cette curiosité-là, c'est en quelque sorte un trait de l'humanité qui a mené à beaucoup de choses qu'on considère importantes et grandes, si on veut, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, la science, les institutions qu'on s'est données sont issues d'un questionnement premier, profond, qui relevait souvent de métaphysique. OK. Mais c'est un peu aussi un des concepts là, de la philosophie. La philosophie est un peu la base de la science parce qu'il se posait les questions qui aujourd'hui la science peut enfin répondre. C'est ça, exactement. Donc, j'imagine qu'il y a un certain niveau, il y a un certain point auquel les deux se rassemblent. Pas les deux se rassemblent, mais les deux mergent ensemble. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on distingue beaucoup science de philosophie. Science étant souvent considérée comme expérimentale, empirique, basée dans la réalité, justement. Philosophie considérée abstraite, spéculative. On pose des questions qu'on ne pourra probablement jamais répondre. Mais ultimement, il y avait cette distinction-là. En fait, elle est un peu... superflue, elle n'existait pas avant. Donc avant, on disait pas de quelqu'un qui était un philosophe versus un scientifique, c'était un peu la même chose. Puis on n'a pas besoin de remonter à loin pour découvrir ça. Si on regarde la physique du début du 20e siècle, donc on peut penser à Einstein, on peut penser à Niels Bohr, on peut penser à Max Planck, à Schrödinger. Si vous regardez ce que ces gens-là ont publié, ce que ces gens-là ont réfléchi, les questions qui se posaient, c'était très philosophique, très mathématique. Puis la physique, qui est le paradigme un peu de la science expérimentale, qui nous permet de comprendre le monde, de faire des prévisions, de construire des technologies, cette science-là est elle-même hautement spéculative lorsqu'on se rend à la fine pointe du domaine. Qu'est-ce que c'est un atome? Pourquoi est-ce qu'il y a des plus petites particules? Est-ce qu'il y en a des plus petites même? Donc c'est très, très, très spéculatif. C'est très... on a un contact très indirect avec les objets qu'on étudie. Donc, ces conceptions philosophiques, métaphysiques de la réalité sont vraiment intrinsèquement liées à toutes les théories qu'on considère scientifiques puis qu'on ne considère pas a priori comme étant philosophiques. OK. Super intéressant. Fait que là, tu me parles de ces conceptions de la métaphysique-là en tant que telle. Donc, tu pourrais dire, je sais que c'est peut-être une question un peu ignorante, mais il y en a combien environ? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ben, je pense pas que c'est une bonne façon de dire parce qu'il y a tellement de nuances dans chaque position. Donc, on peut peut-être tracer les grandes lignes de quelques conceptions métaphysiques de la réalité qu'on a. Donc,
La première, comme j'ai dit, c'est qu'il y a un monde extérieur, puis on vit dedans. Donc, en quelque sorte, on fait partie de ce monde-là. Puis, grâce à la science, puis à notre connaissance, à nos méthodes expérimentales, à notre raison, on parvient à comprendre une partie de ce monde-là. Okay? Donc ça, c'est une première métaphysique. On peut dire une métaphysique réaliste, si on veut. Okay. Donc, j'aime pas trop utiliser des termes, trop de termes réalistes, idéalistes, ci, ça, parce que c'est des termes qui sont utilisés différemment dans beaucoup de contextes. Donc, juste faire attention avec ces termes-là. On va essayer de les expliquer comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Puis comme tu dis aussi, puisqu'il y a beaucoup de nuances dans chacun, j'imagine qu'une personne qui est considérée comme réaliste, par exemple, et une autre personne qui est considérée comme réaliste, mais qui ne s'entendent pas sur plein de points. Exactement. Puis que justement, les deux, ils n'ont pas du tout la même conception de la métaphysique. Exactement. Donc de les mettre dans la même catégorie serait un peu biaisé. C'est ça. Puis on retrouve ça beaucoup dans des manuels de cours ou des choses comme ça, où est-ce qu'on essaie de synthétiser. Donc, on divise les approches, puis ça a une valeur pédagogique, mais il faut juste... C'est juste une règle générale que j'ai découvert par moi-même, de faire attention à ces termes-là. Ouais. Donc, super, OK. Donc, il y a le réalisme. Mais mettons, si on a à catégoriser, il y a le réalisme. Il y a une conception qui verse plutôt dans une vision réaliste des choses, comme quoi le monde est réel, on en fait partie, puis on tente de le comprendre et de le découvrir. OK. Donc, ça, c'est la vision, je pense, qui est la plus facile à accepter, qui est la plus instinctive, si on veut, dans le monde qu'on est aujourd'hui. À l'opposé, il y a une conception du monde qui dit que le monde n'existe pas, c'est tout dans notre tête. Okay? Puis cette conception-là, ben, a priori, elle semble très problématique parce que le premier problème, c'est de dire, ben, moi et Elliot, on est dans la même pièce, puis si je suis en train d'inventer Elliot, comment ça, est-ce qu'on arrive à voir les mêmes objets, à s'entendre sur beaucoup de choses, à communiquer? Donc, déjà là, c'est un peu problématique. Le premier à avoir avancé une position comme ça, moderne, c'est Bishop Berkeley. Puis lui, son explication, c'était de dire, ben, Dieu coordonne tout. Donc, Dieu fait en sorte que tout marche dans ta tête. OK? Puis donc, aujourd'hui, dans le fond, tout le monde aurait un peu des illusions qu'il y aurait un monde, mais ce monde-là n'existe pas. Ouais, ben en fait, puis là, cette vision-là, je la connais pas beaucoup, mais c'est vraiment de dire que tout ce qui se passe, c'est dans ta tête. Okay? Une illusion. Une illusion, exactement. Okay. Donc, tout est une illusion, tout est un grand rêve. Puis la raison pourquoi il semble y avoir Elliot devant moi, puis qu'on est capable de s'entendre, c'est parce que Dieu s'arrange pour que ça marche. Okay? Puis lui, c'était un religieux, évidemment. Ouais. Mais aujourd'hui, on n'aime pas ça, rentrer Dieu dans notre science, dans notre métaphysique. On aimerait mieux pas trop en parler. Puis moi, justement, j'ai une question par rapport à... Quand une personne... lui, c'était un philosophe ou c'était... Ouais? Ouais. OK. Donc, quand, par exemple, un philosophe a une proposition comme ça, habituellement, qu'est-ce qu'il fait pour la faire valoir aux autres? Est-ce que c'était un professeur ou est-ce qu'il a fait des livres, il a publié quelque chose avec des arguments ou c'est tout simplement une vision que la personne livre? Ben c'est sûr, c'est du cas par cas. Okay. Il faut se rappeler que la conception moderne qu'on a du savant en tant que professeur, c'est assez récent. Donc, beaucoup des scientifiques, peut-être avant le 18e ou le 17e siècle, c'était un peu des curieux de nature. Ils n'étaient pas payés pour faire ça. Ils n'avaient pas des étudiants nécessairement. Donc, on considère souvent le premier philosophe... on considère souvent Kant comme le premier philosophe professionnel qui était prof à l'université puis qui enseignait ses théories à ses étudiants, mais la raison pour que j'ai posé cette question-là, c'était pas pour, par exemple, savoir si ce qu'il disait était valable ou non, mais c'était juste pour me demander pourquoi on se rappelle de lui puis de cette conception-là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu cette conception-là ou vraiment ça l'a démarré avec lui, de ce qu'on sait aujourd'hui? Okay. Ben, c'est une bonne question. Moi, ce que je sais, c'est que on attribue la version la plus extrême qu'on appelle du solipsisme, donc de dire que tout se passe dans notre tête, à Berkeley. Okay. Berkeley a publié un livre,
sur la question, puis c'est dans le style des dialogues platoniciens. Donc, c'est un dialogue entre 3 personnes, puis il y a une des personnes qui représente sa position, puis c'est elle qui sort gagnante du dialogue un peu. Je l'ai pas lu, mais je pense que c'est comme ça que ça se déroule. OK. Pourquoi on se rappelle de lui? Pourquoi on parle encore de ses idées? Ça, c'est toujours une question intéressante. Pourquoi on se rappelle de telle œuvre d'art ou de telle conception? Je pense que c'est juste qu'on a continué d'en parler parce que ça a été un point tournant, on a dû débattre. Il a soulevé des problèmes dans le réalisme de l'époque. Donc lui, peut-être que sa conception nous apparaît farfelue, mais si on prend le temps de bien considérer ses arguments, évidemment, il y avait une réflexion poussée derrière ça. Puis, ultimement, bien qu'ultimement, sa conception relève de Dieu, à l'époque, c'était pas quelque chose qui venait... c'était pas fatal à ta théorie de parler de Dieu. Si on pense à Descartes, qu'on considère comme le père de la science moderne ou de la métaphysique moderne, lui aussi, il y avait Dieu partout dans ses idées. Donc, aujourd'hui, c'est facile de dire « Ah, mais ce gars-là, c'est un charlatan, c'est un religieux, il dit n'importe quoi. » Mais si on considère ses arguments, même sans Dieu, il y a des points intéressants. OK. Mais je pense qu'on dit ça aussi d'un point de vue, je pense que les deux, on est soit agnostique ou athée, fait qu'on dit ça d'un point de vue de ce point de vue-là, mais j'imagine aussi que dans la science ou dans la métaphysique, il y en a plein aussi qui étaient religieux. Oui, c'est ça. Puis ils mettaient pas nécessairement Dieu dans leur théorie. Non, exact. Ben, c'est ça. La raison que je dis ça, c'est pas une question d'athéisme versus des croyances, etc. C'est juste une question de dire, aujourd'hui, on entend la science comme étant athée, en quelque sorte. Okay. On essaie d'expliquer les choses sans avoir recours à une explication un peu passe-partout, étant Dieu dans ce cas-ci. OK, je comprends. Donc ça, c'est un peu la deuxième catégorie, si on veut, de conception de la métaphysique. Est-ce qu'il y en a d'autres ensuite qui en découlent? Ben c'est ça. Comme j'ai dit, il y a plusieurs nuances et tout. Une des conceptions, puis là, c'est très difficile comme d'aborder cette conception-là pour plusieurs raisons. De un, presque tous les philosophes qui ont parlé de ça étaient allemands. Donc, déjà, ça a pris du temps avant qu'on ait des bonnes traductions, etc. Non seulement ils étaient allemands, mais c'était hyper complexe comme pensée. Donc, c'est des philosophes qui sont réputés pour avoir des idées très complexes. Eux, ce qu'ils ont avancé, puis on regroupe souvent ça dans une conception qu'on appelle phénoménaliste, c'est de dire qu'il y a un monde extérieur, il y a nos sens, mais nos sens accèdent jamais directement au monde extérieur. On peut seulement accéder à des phénomènes qui sont un peu le mélange, si on veut, entre nos sens et la réalité. OK. Donc, par exemple, reprenons l'exemple de la table. Le réaliste va dire, il y a une table, puis il va être capable de parler de la table, donner des propriétés, etc. Le solipsiste ou l'idéaliste à la Berkeley va dire, la table, c'est juste une projection de mon esprit. Tout se passe comme dans un rêve. Okay. Le phénoménaliste va dire, il y a quelque chose que moi je vois, puis ce quelque chose-là, mélangé avec ma vision, produit un phénomène qu'on appelle la table. Okay, donc, c'est une position qui a été très intéressante. Puis, moi, personnellement, comme j'ai dit, je ne la connais pas beaucoup, mais je la trouve intéressante parce que, ultimement, il me semble vrai que la seule chose à laquelle on a accès, ce sont des phénomènes. Ensuite, la difficulté avec le phénoménalisme, c'est de dire, OK, mais comment est-ce qu'à partir de phénomènes, on peut découvrir des propriétés, des relations intrinsèques au monde réel? Donc, si on a juste accès à un phénomène, qu'est-ce qui nous dit que le phénomène représente bien la réalité? Ou comment est-ce qu'on peut s'assurer que les phénomènes représentent bien la réalité? Donc, le lien causal entre la réalité est comme ceci, alors je perçois le phénomène comme cela, est assez difficile à déterminer d'un point de vue philosophique ou même scientifique. OK. Mais moi, quand tu m'expliques ça, je trouve que
peut-être aussi que j'ai un peu mal compris l'explication, mais je trouve que ça va pas nécessairement à l'encontre du réaliste. Dans le sens que, tu sais, peut-être que le réaliste, c'est peut-être une branche du réaliste. Est-ce que c'est vrai ou... Ouais, donc, là, comme j'ai dit, le phénoménalisme, j'en connais pas tant que ça, mais de ce que je comprends, je pense qu'il y en a qui vont dire il y a un monde réel, puis il y en a qui vont dire non, ce ne sont que des phénomènes, mais encore là, je suis pas... je m'avancerai pas trop là-dedans, mais... OK. Mais, parce que j'essaie peut-être de mieux comprendre. Moi, si par exemple, je vois quelque chose, puis je me dis... OK, ben ce que je vois, en fait, je peux pas m'assurer nécessairement que c'est la réalité, mais c'est un phénomène qui existe qui est une sorte de représentation de la réalité. Ouais. Mais c'est pas nécessairement la réalité que je vois. C'est un peu ça. Puis là, la problématique devient comment accède-t-on à la réalité dans ce cas-ci? Comment découvrons-nous qu'est-ce qui est réellement la réalité? Si c'est ce qui nous importe, bien sûr. Comme je dis, on peut passer notre vie sans se poser ces questions-là, puis on peut être très heureux, puis il n'y a pas... Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont une vie bien normale sans se poser ces questions-là. Mais c'est ça, donc il faut faire attention jusqu'à quel point on est obsédé par ces choses-là, mais c'est des sujets très intéressants. Ben oui, je trouve ça aussi super intéressant, juste que sur une chose qui semble tellement banale, ou tu sais, quand tu te poses pas cette question-là, ou que tu n'as pas nécessairement entendu parler de philosophes qui se posent cette question-là, c'est quelque chose qui semble tellement banal, ce qu'on voit autour, mais quand tu y penses, c'est tellement l'essence de tout ce qu'on est, puis de comment on perçoit. Non, c'est ça, puis je sais pas, j'ai l'impression que c'est facile de rejeter tout ça comme c'est juste du verbiage, c'est juste des philosophes qui s'entendent, ils ont des mots compliqués pour décrire des choses simples, ils disent n'importe quoi, mais bon, moi je suis pas de cet avis-là, puis personnellement je trouve ça très intéressant, mais... Puis je trouve ça aussi, c'est facile quand tu es dans une des branches, disons, c'est facile sans vraiment se poser de questions de juste dire les autres, par exemple... Moi, si je me considère comme un réaliste, c'est facile de dire l'illusionniste, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Même sans avoir lu ce qu'il dit, mais peut-être qu'il y a vraiment des arguments forts là-dessus. Peut-être si on s'y penche un peu plus. Fait que c'est intéressant de... Puis c'est ça, le problème, ou du moins la nature de la métaphysique, fait en sorte que c'est très, très difficile de prouver ce qu'on dit. Donc, la façon qu'on réussit à valider ou du moins à s'entendre, c'est de regarder les conséquences de notre conception métaphysique. Donc, il y a certaines conséquences qu'on est prêt à admettre, que d'autres ne sont pas prêts à admettre, puis c'est là que viennent les débats. Tu sais, c'est un peu comme ça qu'on fait. Aussi, ce qui est dur, justement, j'ai l'impression que ce qui est dur à prouver en tant que tel, c'est si chacun vit dans une de ces réalités-là, ou si on vit tous dans la même réalité, mais chacun a des perceptions différentes de cette réalité-là, ça devient super dur de prouver, parce que la personne qui essaie de prouver existe dans cette propre mentalité-là. Ben, je l'explique pas très bien, mais je trouve ça fait comme un genre de paradoxe, si on veut, là, de manière que... Donc, ce que tu essaies de dire, c'est que on aurait, par exemple, quelqu'un qui serait fondamentalement réaliste, quelqu'un qui serait plus idéaliste, puis là, on essaierait de prouver certaines choses, mais on aurait comme un problème de communication un peu. Ben un peu, parce qu'il y en a un qui dit « Ouais, mais tout ce que tu me dis en ce moment, c'est toute une illusion qui est dans ma tête. » Donc ta thèse aussi, c'est une illusion. L'illusionniste dirait « Ouais, mais ta thèse que tu dis en ce moment, c'est une illusion que Dieu me crée dans ma tête. » Fait qu'en même temps, pour lui, toute sa réalité reste à lui dans sa tête. C'est un des arguments qu'on a soulevé contre Berkeley, justement. C'est comme « OK, alors pourquoi tu essaies de me convaitre? » c'est ça. Si je suis juste dans ta tête. C'est ça, donc c'est un bon point que tu soulèves. Puis je pense que quelqu'un que j'apprécie beaucoup sa réflexion, c'est Popper. Puis lui est vraiment contre l'idée de dire on pourra jamais s'entendre, donc ne discutons pas. Lui est vraiment plus... C'est un amoureux de la rationalité, de la critique. Puis tout ça, lui, c'est... Non, trouvons nos différences. Essayons d'expliquer pourquoi tel terme veut dire ça pour toi, il veut dire ceci pour moi. Essayons de trouver des points d'entente, des points de discordance, puis du moins de
d'être capable à identifier clairement où est-ce qu'on diverge dans nos opinions. Okay. Puis je trouve que ça, c'est une idée qui est très forte parce que c'est très facile, comme tu dis, de vivre dans une conception réaliste parce que c'est la plus intuitive, si on veut, puis de dire Berkeley, c'est un fou, mais si tu ouvres son livre puis tu le lis, peut-être que tu vas apprendre, puis peut-être que ça va stimuler de la réflexion, puis moi, personnellement, j'aime ça réfléchir et tout, donc c'est très intéressant de voir les débats comme ça. Mais oui, absolument. Puis je pense aussi que, Popper, tu dis que c'est un gars très scientifique. Puis en même temps, je pense que la grosse majorité des scientifiques hardcore vont dire que la meilleure manière de prouver que quelque chose est vrai, c'est de prouver que les autres, c'est pas vrai, habituellement. Ben, c'est un peu... ben c'est une autre façon. Ouais. Ben, ça, mettons, de dire... c'est du popperisme. Ouais, donc ça serait... donc même si t'es pas d'accord avec un avis, ça serait un peu con de juste la revirer du bord de la main puis de pas lire justement cette théorie-là, même si c'est quelque chose de philosophique puis qui est pas scientifique, qui est pas basé dans la science. Pour un scientifique, ça serait un peu étrange de pas puis faire ça. Ça, c'est ça me fait penser un peu à quelque chose que j'ai lu qui m'a vraiment, vraiment touché. C'était John Stuart Mill dans On Liberty, qui est évidemment un peu un des pères de notre conception libérale du monde, que les gens, on devrait créer des institutions pour accéder à la liberté, etc. Il y a un chapitre au complet sur le freedom of speech, donc le mot français m'échappe, mais vous savez ce que je veux dire. La liberté d'expression. Oui, exactement, la liberté d'expression. Puis, c'est vraiment intéressant. Lui, il dit, c'est très, très important, la liberté d'expression, même si les gens ont des opinions qui ont été invalidées dans le passé, parce que si on ne permet pas à ces opinions-là de ressurgir, on va oublier pourquoi elles ne sont pas vraies, puis on va tenir notre opinion comme un dogme. Puis j'ai vraiment l'impression que, puis là, ça c'est mon expérience limitée du monde, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un problème aujourd'hui, qu'on est tellement confiant dans la science, puis on est tellement confiant dans le monde dans lequel on le vit, du moins au Québec, au Canada. Les choses vont bien, on est rassasié, on mange à notre faim, on peut aller à l'école, on peut travailler. On a des difficultés, bien sûr, mais en général, nos besoins sont comblés. Donc, c'est facile d'oublier tout ce qu'il y a eu derrière, tous les échanges, tous les débats qui ont mené à ça, puis de juste tenir en dogme « Ah, mais la science, ah, mais la religion, c'est pas bon. » Tu sais, des dogmes comme ça, mais je trouve que c'est important d'oublier toute une évolution qu'il y a eu depuis le début. C'est ça. C'est de prendre pour acquis des connaissances que, au départ, presque personne n'avait, puis justement des justices sociales, des justices sociales que plein de monde se sont battus pour. Exactement. Puis des fois, ça fait pas si longtemps que ça a changé, puis pourtant, aujourd'hui, on le prend pour acquis. C'est ça. Puis tu sais, on peut trouver plein d'exemples. On est pas mal tous d'accord que le racisme, c'est mal. Bon, il y a toujours des racistes, mais des gens plus ou moins progressistes dans un monde moderne au Canada aujourd'hui vont s'entendre que le racisme, c'est mal. Mais des fois, c'est bon de se demander pourquoi. Donc, des fois, c'est correct d'aller s'informer auprès de gens complètement à l'opposé du spectre, des racistes, des néo-nazis, puis d'aller voir, ben, qu'est-ce qu'ils disent, puis pourquoi c'est faux, pourquoi je suis capable de réfuter ça. Puis là, ben, tu deviens beaucoup plus, de un, compétent, de deux, t'es prêt à critiquer d'autres idées qui seraient peut-être pas autant déterminées aujourd'hui, mais qui seraient dans le futur. Donc, c'est un exercice qui est vraiment bon juste pour la critique puis la connaissance en général. Là, si je me rappelle bien, on était à la 3e... Ouais, un peu le phénoménalisme. C'est ça, le phénoménalisme. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres ensuite, des conceptions qui viennent en tête? Vite fait comme ça, tu sais, on a une belle trinité, on a un extrême réaliste, un extrême idéaliste, on a un peu un mélange entre les deux. Je m'en tiendrai à ça. Honnêtement, je pense, j'en connais pas vraiment d'autres. Il y a plein de nuances là-dedans. Il y a plein il y a plein de domaines à l'intérieur de ces conceptions-là qui relèvent de d'autres problématiques, etc. Mais peut-être on pourrait discuter un peu de ma conception de la réalité, où est-ce que j'en suis en ce moment. Okay. Puis
je serais intéressé aussi de parler, puis ça sera un deuxième temps, sur comment est-ce que la science deal avec ces problèmes-là aujourd'hui. C'est ça, justement, parce qu'au début, tu as un peu parlé de science et de métaphysique, mais moi, ce qui m'intéresse un peu, puis on va peut-être pouvoir en parler après ta conception, c'est de savoir justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui rassemble les deux, en quoi la science utilise nos conceptions de la métaphysique aujourd'hui pour soit faire avancer les choses ou inversement. Ouais. Fait que, mais avant, je serais peut-être plus intéressé justement avec la conception que tu avais de... Ouais, ben c'est ça, c'est très intimement lié. Donc c'est pour ça que ça devrait bien couler. Nice. Moi, de la façon que je vois la réalité aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on est forcé d'admettre si on veut faire de la science. Okay? Donc, si on veut faire de la science, il faut admettre qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être étudié, qui vaut la peine d'être compris, puis que si on arrive à le maîtriser, on arrive à comprendre, à maîtriser cette réalité-là, ben en quelque sorte, on aura appris quelque chose, puis on aura compris quelque chose, puis je pense que c'est ça, ma conception de la métaphysique, de la métaphysique de la réalité, c'est de dire, c'est ce qu'il nous faut accepter un peu aveuglément pour faire de la science. Okay. Si on n'est pas prêt à accepter qu'il y a une réalité, donc c'est une vision un peu réaliste des choses, ben c'est difficile de faire de la science. Pourquoi est-ce qu'on ferait de la science si c'est juste dans mon rêve? Mm-hmm. Donc c'est un peu comme ça que je le vois pour le moment, puis Okay. Peut-être que dans le futur, j'aurai l'occasion de vous revenir, puis de vous dire en quoi ça a changé, puis tout ça, j'aime ça, laisser mes idées évoluer, puis... Mais est-ce que un peu ta pensée sur la métaphysique, est-ce que c'est peut-être pas une manière de rationaliser que ça vaut la peine de faire de la science? Dans le sens de... Je vois un peu ta conception comme étant une manière de se dire... Ben, tu sais, une manière que tu dis, OK, on fait de la science, puis c'est bon qu'on fasse de la science, donc tu rationalises peut-être que la métaphysique, elle doit être réelle, parce que sinon... Ben, c'est ça. Ben, moi, je suis... C'est très rare que personnellement, je prends position ferme sur des sujets, surtout des sujets qui sont hautement spéculatifs, où est-ce qu'il y a plein de nuances, plein de variétés dans les opinions, etc. Donc, moi, je suis prêt à admettre que une conception réaliste du monde a des failles, que c'est pas clair, qu'on n'est pas capable de prouver, mais je me dis, on n'a pas le choix de l'admettre si on veut faire de la science. Mm-hmm. Puis ensuite, maintenant, la question, comme j'ai souligné tout à l'heure, quand on fait de la métaphysique, une façon d'argumenter, de débattre, c'est de regarder les conséquences de nos positions métaphysiques plutôt que de débattre sur la métaphysique même, en quelque sorte. Ouais, je comprends. Donc, c'est plus de savoir ce qu'on considère comme étant vrai un peu dans nos interactions avec le monde, puis de dire, ah ben, ça fonctionne, ça fonctionne pas dans ta théorie, dans la mienne. Exact. Ouais, OK. De regarder qu'est-ce qui découle de la théorie plutôt que de camper sur sa position, puis... Okay. Donc, moi, la raison pourquoi j'adhère un peu à une vision réaliste, parce que je pense que c'est ce qui nous permet de faire de la science. Puis, quoique j'ai plusieurs réserves face à la science, ça reste que c'est un outil formidable pour comprendre le monde. Okay? Donc, on fait souvent l'éloge de la science. Aujourd'hui, on est dans un monde très, très, très scientifisé. Jusque dans la bureaucratie, on a des principes de rationalité économique, on doit, etc. Donc, la science est vraiment au cœur de notre conception du monde. Ça soulève plein de problèmes, mais fondamentalement, c'est un exercice de compréhension qui par la suite permet de manipuler le monde, d'utiliser la nature à notre avantage, mais en étant un curieux, la conception de comprendre le monde, excuse-moi, l'objectif de comprendre le monde, l'objectif scientifique de comprendre le monde, voilà, je pense que c'est ça qui est plus important que tout le reste. Ouais. Puis là, ben, ça va directement dans
comment est-ce que la science parvient à comprendre le monde à travers toute cette métaphysique-là. Un peu. Mais moi, sans m'y être... moi, je me suis un peu moins penché sur le sujet que toi. En fait, beaucoup moins sur le sujet, mais avec la conversation qu'on a eue aujourd'hui, avec ce que tu me dis, je me considérais plus comme un réaliste aussi. Par contre, là, je me demande, est-ce qu'il y a un... Même si c'est quelque chose qui n'est pas scientifique, mais puisque ça existe des consensus philosophiques, est-ce qu'il y a un consensus là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort plus, une théorie qui ressort plus chez les philosophes? Ben, c'est ça. Le réalisme, c'est très, très présent dans l'évolution des idées de l'Occident. OK. Donc, c'est pas pour rien que les Grecs ont été capables de faire des formes primitives de science, puis c'est pas pour rien que c'est en Europe que la façon moderne de faire la science est apparue. Je le crois en partie parce que on avait une vision réaliste du monde. Les visions plutôt qu'on considère aujourd'hui un peu ésotériques sur tout se passe dans notre tête, des choses comme ça, on les attribue souvent à l'Orient, donc à l'Inde, à la Chine, qui ont des mythes beaucoup plus flyés, entre guillemets, comparé à quoi on est habitué. Ouais, qui nous semble flyé pour nous, qui a vécu dans un monde... Tu sais, comme... mais, je pense que je t'en avais parlé rapidement à un moment donné, mais j'ai lu un petit livre de Schrödinger, donc, qui est comme un des grands physiciens du 20e siècle, un prix Nobel, etc. Lui... Qui a travaillé en physique quantique, en mécanique quantique. Ouais. Lui, sa conception métaphysique, c'est que c'est un peu... c'est inspiré à 100% de la métaphysique indienne, dans le Bhagavad Gita, qui dit que tout est une conscience unique, puis qu'on est tout un peu la même chose, autant la matière que les hommes, etc. Puis que... que tout est un... ouais, c'est comme le tout. Exactement, puis quand on meurt, on retourne dans le tout. Tu sais, ces idées-là un peu. Tu sais, lui, c'est un... Pour nous, ces idées-là semblent un peu irrationnelles, je pense, intuitivement, mais Schrödinger, ce serait difficile de le qualifier de quelqu'un d'irrationnel. Bon, il y a ses croyances qui sont peut-être irrationnelles, ultimement, lorsqu'on creuse un peu, mais c'est quand même un grand physicien. Il a quand même utilisé la méthode expérimentale, la construction théorique qu'on considère importante dans l'Occident. Puis, ça ne l'a pas empêché de relier tout ça, de faire le pont avec une métaphysique qui nous est complètement inconnue. Ben c'est ça, mais justement, comme tu le dis, l'affaire de dire que tout est une conscience, tout est un, ça semble très irrationnel quand tu le dis comme ça. Par contre, ça vient de quelqu'un qui est, j'imagine, très, très rationnel, parce que, bon, il a fait plusieurs expérimentations et sait comment fonctionne la science. Mais j'imagine que aussi, il doit le savoir que c'est pas rationnel, dans un sens. Je sais pas si... Ouais, mais c'est ça. Lui, son argument, c'est de dire, regardons les conséquences. Puis lui, il préfère les conséquences de la conscience unique parce que, entre autres, ça donne une force à l'éthique. De dire, ben, si on fait partie d'une chose unique, ben, on est mieux de respecter cette chose-là parce qu'on en fait partie. On est la même chose. Donc, on est mieux de respecter la vie, de respecter la planète, l'univers, des choses comme ça. Donc, puis tu sais, il faut aussi faire attention de dire « Ah, mais si t'es scientifique, t'es rationnel. » La science, c'est le jeu de la rationalité, mais quand t'arrêtes de faire de la science, puis plusieurs scientifiques, la plupart en fait, tous les scientifiques vivent des choses irrationnelles, font des choses irrationnelles, disent des choses irrationnelles lorsqu'on les sort de leur science. Donc, oui, absolument. Il faut faire attention. Ouais, faut aussi oublier l'idée qu'un humain peut être à 100% rationnel. Ça n'existe pas. Il y a plein de biais qui existent. Exactement. On va toujours faire des ajustements. On va toujours penser des choses qui sont complètement irrationnelles. Exactement. Puis surtout, si on prend les conceptions métaphysiques, comme tu l'as expliqué, c'est des choses qui, à la fin, sont tous un peu irrationnelles, dans un sens que c'est impossible de le prouver, qu'une conception est meilleure que l'autre en ce moment. Ça. Donc, que ce soit une croyance... C'est à la base, ce sont tous des croyances. Oui, exactement. Donc, que tu prends une croyance qui est la plus rationnelle, reste quand même que c'est une croyance qui ne peut pas être prouvée, nécessairement.
Donc, Exactement. c'est peut-être la méthode la plus rationnelle à prendre, de se Ouais. dire, OK, ben, d'y aller avec le consensus scientifique que c'est des électrons, puis que c'est des quartz, ou je sais Ouais. pas. C'est peut-être la façon la plus rationnelle, mais ça reste que au final, la conception... Non, c'est exactement. incroyable, Puis ça. je pense que ça... le plus que je me penche sur ces questions-là, le plus que ça sert d'une bonne dose d'humilité. Parce que ben, du moins, c'est mon expérience personnelle. On a tellement grandi dans une éducation scientifique. On avait des cours de sciences depuis qu'on est enfant. On le voit comme une façon d'accéder à des vérités. Mais le plus que tu creuses, le plus que tu te rends compte que c'est fragile, c'est provisoire, il y a des bouleversements. Certaines choses qu'on tenait comme absolument vraies sont devenues absolument fausses, etc., etc. Puis, je pense que ça donne une dose d'humilité qui nourrit la soif de connaissance, du moins chez moi. OK, donc justement, dans ce cas-là, comment la science fait pour s'assurer qu'il y a des choses qu'on considère vraies, des choses qu'on considère comme pas vraies dans ce monde-là? OK, ben c'est ça. Donc, le pont entre ce qu'on dit sur les différentes conceptions métaphysiques de la réalité, sur l'autre point qui était ma conception de la réalité, puis comment est-ce que la science accède à des connaissances ou à des vérités, entre guillemets. Donc, ce qui est intéressant de constater en premier lieu, c'est que ben, c'est très difficile de faire de la science sans avoir une métaphysique, même du moins implicite, okay? Même si on ne l'explicite pas, même si elle est cachée. Donc, comment est-ce que la science parvient à découvrir quelque chose sur le monde? Okay? Donc, admettons qu'il y ait un monde extérieur, donc une conception un peu réaliste des choses. Comment est-ce qu'on accède à ça? Ben, la façon classique qu'on enseigne aux enfants, c'est la méthode expérimentale. Donc, on formule une hypothèse, on la teste. Si elle est valide, on l'accepte. Si elle n'est pas valide, on change notre hypothèse, puis on recommence. Okay. Évidemment, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas vraiment comme ça que la science procède dans les faits, puis qu'elle ne pourrait pas procéder Pourquoi? aveuglément comme ça. Okay. Parce que il faut déjà avoir un bagage de connaissances pour entamer la science. Donc, on peut pas juste sortir des hypothèses de notre chapeau. Chaque hypothèse est déjà teintée d'une conception soit métaphysique, soit scientifique du monde. Donc, ça présuppose un bagage de connaissances, un bagage de théorie. Pour faire des expériences, surtout aujourd'hui, il faut des outils plus ou moins sophistiqués, voire très sophistiqués dans le cas de la physique. Ces outils-là nécessitent des théories pour être mis en œuvre. Donc, on tombe un peu dans un cercle vicieux. Donc, un peu dans la poule ou l'œuf. Exactement. Quelle a été la première théorie, puis sur quelle théorie elle s'est basée, sur quel instrument elle s'est basée, puis exactement. Si dans le cas où il faut absolument faire c'est ce que tu as expliqué au début, ben cette première théorie-là aurait été fausse, dans le fond. Ou n'aurait pas eu la bonne procédure scientifique pour... Donc, il y a eu un débat longtemps, au début de la science, entre une vision qu'on appelle empiriciste, donc qui était surtout représentée par des Britanniques, David Hume, John Locke, John Stuart Mill, etc., qui disaient, pour faire de la science, il faut vider notre tête de toutes ces préconceptions qu'on a, puis juste observer des faits, construire une base de faits qu'on appelait une base empirique, puis généraliser ces faits-là en théorie. Okay? Donc, évidemment, de un, c'est impossible de vider toutes ces préconceptions, ne serait-ce que parce qu'on est limité par les sens qu'on a. Donc, les sens présupposent une conception du monde. Notre langage lui-même présuppose une conception du monde. Puis on va aussi toujours avoir les biais cognitifs qui nous sortent Exactement. aussi C'est ça. ça, Donc, on peut jamais s'en défaire. Exactement. Donc, dans ce temps-là, on n'était pas à l'affût de ces choses-là. Donc, ça semblait réaliste. Mais c'est pas très possible. À l'opposé, on a une vision très rationaliste qu'on appelle, qui est de partir d'une idée simple puis de déduire ses conséquences. Donc ça, c'est Descartes, le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis. C'est qu'en remontant toutes les conceptions qu'il avait du monde, la seule qui pouvait tenir pour valide, c'était
ben je suis capable de penser, j'existe, je suis capable de penser, donc j'existe. Donc, à partir de là, on reconstruit rationnellement notre vision du monde. Mm-hmm. Okay. Les deux extrêmes ne sont pas tenables. Okay? C'est évident que ça a été longuement discuté, longuement débattu. Il y a plusieurs positions très intéressantes de chacun des deux côtés. Puis, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas tenir ni l'une ni l'autre. Donc là, il faut un peu jouer dans le milieu. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Prenons par exemple les mathématiques, un sujet que je connais bien puis qu'on considère souvent comme le summum de la vérité. C'est des vérités éternelles une fois qu'on les a prouvées. Un triangle aura toujours des angles intérieurs de 180 degrés. La circonférence divisée par le diamètre va toujours donner pi. La logique pure que exactement. On peut jamais... Exactement. Donc, okay. En étant des idées très abstraites sur des choses très précises, les vérités qu'on découvre sont éternelles, sont toujours vraies, ce qui n'est pas vrai dans les autres domaines. Donc, les mathématiques sembleraient être a priori d'un pur rationalisme, d'un pur système déductif. Surtout si on regarde les mathématiques modernes, toutes les théories sont très bien axiomatisées. Donc, on accepte quelques prémisses qui semblent raisonnables, ou du moins qu'on est prêt à accepter, okay, pour ne pas dire la même chose. Mais à partir de ça, on déduit une panoplie de théorèmes, de théories qu'on sait, qu'on aime penser qu'ils sont vrais dans un sens plus profond que juste en étant une théorie, parce qu'on est capable d'utiliser en physique, dans d'autres sciences, pour prévoir des phénomènes, pour comprendre des phénomènes, pour construire des technologies. Donc, il semblerait qu'on accède à une certaine vérité. Okay. Mais les mathématiques elles-mêmes ont aussi un caractère empirique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour découvrir, par exemple, qu'il y a une infinité de nombres premiers, ben, on ne commence pas par juste se poser la question ou par essayer de prouver le théorème directement. On regarde, ben, est-ce que je suis capable d'en trouver toujours de plus en plus grand? Puis là, on se pose puis là, on fait des petites expérimentations ou de prouver que c'est pas grave dans quel ordre je fais mon addition. Que 2 plus 3, c'est la même chose que 3 plus 2. Ça semble un peu plus facile à prouver ça que les nombres premiers. Non? En fait, prouver que les nombres premiers sont infinis, c'est relativement facile. Prouver que l'addition peut être faite dans les deux sens. En fait, c'est un des axiomes qu'on donne à l'addition. OK, donc elle est vraie en elle-même. C'est ça. Puis il est possible, puis là on va pas rentrer trop là-dedans, mais il est possible de construire des arithmétiques où est-ce que l'addition n'est pas commutative, par exemple. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce que ça donne dans des contextes plus abstraits que les nombres, par exemple. Donc, tout ça pour dire, même le summum du rationalisme a un côté un peu empirique. Puis si on regarde des sciences très empiriques, comme on peut penser à la biologie, pour qui une grosse partie du travail est de classifier les espèces en groupes mammifères, etc., de créer un système classificatoire pour classifier la vie. Mais déjà, ça présuppose une espèce de théorie de pourquoi est-ce qu'on veut distinguer la vie de la non-vie. C'est quoi la vie? C'est une question qui est ouverte encore aujourd'hui. On n'est pas capable d'expliquer de façon convaincante c'est quoi la vie. Donc déjà, il y a tout un bagage de problèmes purement théoriques qui viennent avec le domaine qui semble être a priori très empirique. Donc on se situe toujours un peu entre les deux. Puis la façon de procéder dans des sciences plus pures, prenons par exemple la physique, qui est un constat un peu plus pur. La façon de procéder, c'est un peu le va-et-vient entre les observations puis la théorie, puis on
une fois qu'on a un réseau de concepts qui est acceptable, on regarde, est-ce qu'à partir de ça, je peux déduire d'autres phénomènes qui devraient être observés. Puis là, quand je les observe, mais ça vient donner du poids en faveur de ma théorie. Donc, prenons par exemple la relativité d'Einstein. Donc, la relativité d'Einstein, c'est complètement contradictoire avec ce qu'il y avait en physique à l'époque. En fait, c'est un renversement de la mécanique de Newton. Puis... Mais quand tu dis contradictoire, est-ce que c'est contradictoire ou ça venait pas juste ajouter quelque chose qui... en fait, ça venait pas juste la peaufiner? Ou c'était complètement contradictoire? Ben, c'est ça. C'est que à travers une évolution historique, on a été capable de reconstruire la relativité comme une extension de la mécanique de Newton. OK. Mais à l'époque, le propre de la mécanique de Newton, c'était de considérer l'espace et le temps comme deux absolus distincts. Ah, je comprends. Okay. Tandis que le Einstein, il a dit non, ce qu'on va considérer comme absolu, c'est la vitesse de la lumière. Puis de là découle la notion d'espace-temps, qui est plus absolue comme dans la mécanique de Newton, en fait, qui est relative, d'où le nom de la relativité. En considérant comme le temps, puis c'est quoi l'autre, le temps et la matière? L'espace. Ah, le temps et l'espace comme étant absolu, Newton fonctionnait quand même, sauf à certains endroits. C'est ça, sauf à des vitesses très élevées. OK, puis là, Einstein... Ou dans des champs gravitationnels. Donc, il était totalement faux sur ce qui était la variable constante, en fait. C'est ça, exact. Ouais. Puis dans un certain sens, la mécanique de Newton est entièrement fausse, mais dans un autre sens... elle est comme partiellement vraie. Dans le sens que ça fonctionne. Même aujourd'hui, ils l'utilisent encore pour... C'est ça. Si vous faites un cours de physique au cégep, ça va être newtonien. On va pas faire de la relativité en commençant. Mais justement, puis je sais pas si c'est vrai, mais j'ai un ami en physique qui me dit que la relativité générale, c'est un concept qui a vraiment tout chamboulé, mais son application aujourd'hui, il y en a presque pas. Il y en a juste, par exemple, utilisé dans les satellites. Ouais. Par contre, c'est quelque chose qu'il aurait pu faire même sans la relativité. Dans le sens qu'il aurait pu calculer... corriger facilement en le faisant sans nécessairement savoir c'était pourquoi ou les calculs qu'il allait en arrière de ça. Mais c'est fou de voir aujourd'hui que, tu sais, même aujourd'hui, selon ce que mon ami a dit, c'est la relativité générale qui est celle qui a raison sur celle de Newton, mais on utilise quand même plus celle de Newton. Ouais. Parce que... c'est ça. Donc, ça montre qu'il y a différents systèmes de valeurs dans la science. Il y a une valeur un peu pragmatique, opérationnelle, fonctionnelle. Est-ce qu'on est capable de l'utiliser pour prévoir certains phénomènes, pour construire certains outils? Et puis, il y a une valeur qui est, est-ce que le monde est comme ça? Est-ce que notre théorie explique le monde tel qu'il est? Puis, dépendant de comment ton système de valeurs en tant que scientifique, comment tu distribues l'importance à chaque valeur, ben, tu vas accorder plus ou moins d'importance à telle ou telle théorie. Donc, si on regarde un exemple peut-être plus proche de nous aujourd'hui, le machine learning. Le machine learning va donner des résultats super impressionnants, mais on ne va pas nécessairement comprendre pourquoi est-ce que l'algorithme il a évolué dans ce sens-là plutôt qu'un autre. Donc, même la personne qui a développé l'algorithme, il va pas nécessairement savoir pourquoi ça définit comme ça. Exactement. Donc, c'est parce que la façon que le machine learning opère, c'est on veut une précision sur des résultats, on veut que les résultats soient fonctionnels, qu'ils soient pragmatiques. De comprendre les résultats, c'est pas la valeur première du machine learning. Donc, ça montre que chaque différentes disciplines a son système de valeurs. Même chaque scientifique a des valeurs différentes. Donc, c'est pour ça qu'il y a des débats au sein de la discipline. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire, en psychologie, par exemple, le behaviorisme, c'est l'apogée parce que c'est quantifiable, c'est scientifique, c'est empirique. Puis il y en a qui vont dire, ouais, mais t'expliques pas ce qui se passe dans la tête de la personne. Tu fais juste expliquer son comportement par rapport à ses stimuli. Donc, ouais, ça serait plus un neurologue qui pourrait... Exactement, mais le psychologue qui est intéressé par comprendre ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un va peut-être moins être porté à développer des théories behavioristes parce que eux, par essence,
il néglige ce qui se passe dans la tête. Ou, au contraire, quelqu'un qui est plus freudien, lui, c'est juste expliquer ce qui se passe dans la tête. Il y a pas... C'est pas quantifiable, c'est pas mesurable, c'est pas empirique comme champ d'investigation. C'est purement essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête, puis c'est spéculatif un peu. Ouais. Ben je pense qu'aujourd'hui, Freud, la psychanalyse freudienne, c'est considéré comme une pseudo-science, dans le fond. Un peu, ouais. Parce que c'est quelque chose qui... Tout ce qui allait contre, un peu, tous les arguments contre pouvaient être expliqués par comme, ah ouais, mais... Mais c'est ça. Ah ouais, mais la personne libido, s'en est pas rendu compte que... Ouais, mais c'est ça. Puis ça, c'est une conception qui est très intéressante de comment faire de la bonne science, entre guillemets, qui vient de Popper, qu'on a mentionné brièvement. C'est du falsificationnisme qu'il appelle. Donc lui, sa conception de la science, c'est on fait des conjectures, on émet des hypothèses, puis on essaie de les falsifier. Puis quand on les falsifie, ben on prend une meilleure hypothèse, puis on recommence, puis on recommence. Puis on n'accède jamais à des vérités, mais on élimine des faussetés. Mais est-ce que lui était extrême un peu sur cette pensée-là? Comme par exemple, s'il y avait un consensus général, puis que là, il y a une étude ou une expérimentation, qui a priori est faite de bonne façon, une méthodologie quand même correcte, mais qui va contredire le consensus ou ce qu'il veut. Est-ce que lui, par exemple, considérait tout de suite que le consensus est faux, la nouvelle théorie l'emporte? Non, on l'a souvent accusé d'être comme ça, mais Popper, c'est quelqu'un de très nuancé dans ses propos, donc quand on lit... deux choses. Il est très nuancé, comme je viens de dire. Puis deuxièmement, sa pensée a beaucoup évolué. Donc c'est quelqu'un qui a pas... Son premier livre, Logic of Scientific Discovery, où est-ce qu'il expose sa théorie falsificationniste, il l'a écrit, je pense qu'il avait comme 30 ans ou peut-être 28 ans, quelque chose comme ça. Donc il était encore très jeune. Ça a eu un grand succès. Il y a eu des débats pendant 30-40 ans après qui ont tourné autour de ses idées. Donc, fait que là, c'est sûr que lui, sa position... pas c'est sûr, mais j'imagine sa position a changé. Exactement. Puis c'est quelqu'un qui est, comme j'ai dit, qui est un peu amoureux de la critique, de la rationalité. Donc, évidemment, il y a ses biais, il y a ses faiblesses, puis il y a ses incohérences dans ses propos, mais en général, il essaie d'être très nuancé. Puis, sa théorie falsificationniste, elle était en fait nuancée. C'est sûr que une anomalie, un contre-exemple ne refute pas une théorie. Il a jamais vraiment dit comme ça. Mais il a dit, quand il y a des anomalies ou des contre-exemples ou des études qui viennent falsifier la théorie, il faut commencer à penser pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on a mal fait l'expérience? Est-ce que c'est parce que ma théorie est fausse? C'est un peu ça son idée. Là. C'est ça devient juste une nouvelle piste, mais pas nécessairement une nouvelle piste qui pourrait peaufiner ou rébuter ce qui existe déjà, mais ça devient pas nécessairement... Mais comme tu l'as dit, je pense qu'il était reconnu pour avoir cette idée-là, mais souvent, il y a des gens qui sont reconnus d'avoir dit des choses qu'ils n'ont pas dites ou qui n'ont pas pensé, parce que justement, le monde dénuance les propos. Mais c'est ça. Puis ou les exagère. C'est ça. Puis ça arrive beaucoup dans... les débats académiques. Si tu vas... Donc aujourd'hui, on retient les grandes lignes, mais si tu regardes vraiment les échanges d'articles qui ont eu lieu, les conférences, les retranscriptions de conférences et tout ça, tu vois que souvent, il y a une mécompréhension entre eux, puis ça prend du temps avant qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on est en train de se contredire. Est-ce que c'est parce qu'on s'est mal lu, on s'est mal compris? Est-ce qu'on utilise les deux termes pareils pour dire la même chose? Puis c'est pour ça que ça prend du temps avant que ces idées-là en soient dégagées nettement et clairement. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des débats puis qu'il y ait une liberté d'expression pour différentes théories. C'est parce que on est tous faillibles, on a tous des incohérences, des inconsistances, puis à travers une discussion rationnelle, de bonne foi, entre des gens qui cherchent à trouver une réponse convenable, ben on réussit à grandir de l'expérience. Puis c'est ça qui s'est passé dans le cas de Popper, certainement. Puis, par exemple, si on prend... tu disais qu'on est tous... on a toutes des failles. Ouais. Quand on a des jugements ou quoi que ce soit, on a toutes des failles. Est-ce que c'est arrivé beaucoup dans le monde de la science? Est-ce que c'est arrivé souvent qu'il y avait quelqu'un qui présentait
quelque chose qu'il croyait à 100%, puis qu'il y avait vraiment des preuves, mais que finalement, c'est avéré être complètement faux. Puis je dis pas nécessairement quelque chose qui était le consensus, puis qui était quelque chose qui était considéré comme fort, mais quelqu'un qui nécessairement avait genre un biais qui était extrêmement fort sur les théories qu'il amenait, puis qui a été démonté un peu par la suite. Je sais pas si tu comprends la question. Ouais, je comprends. Ben, vite fait comme ça, j'ai pas vraiment d'exemples qui me viennent en tête. Okay. En fait, c'est que c'est très, très difficile pour un être humain, surtout quelqu'un qui a un succès, de rejeter son succès par la suite. Ben, c'est ça. Okay, donc, ça arrive quand... Tu vois, il y a certaines personnes qui vieillissent mal, entre guillemets, qu'ils deviennent de plus en plus dogmatiques ou campés dans leur position. C'est peut-être un produit de juste la vieillesse, mais c'est aussi certainement la nature humaine qui fait que c'est très difficile de rejeter le succès qu'on a eu par le passé. Oui. Donc, si on rentre dans des idées... c'est sûr que dans la science, c'est plus facile parce que c'est supposé d'être en quelque sorte impersonnel. Mais si on rentre dans la politique, dans chez les psychologues, tout ce qui relève un peu plus de l'humain, là, ça devient très, très difficile de rejeter son succès parce que on laisse tomber toute une école de pensée, tout notre financement de recherche, tous nos étudiants, on leur dit « Ah, mais ce que je t'ai enseigné, dans le fond, c'est pas bon. » Donc, puis socialement aussi, j'ai l'impression que c'est très mal vu de comme changer de point de vue quand, quand par exemple, ben, si je prends l'exemple de la politique, j'ai l'impression que quelqu'un qui va fortement prôner quelque chose pendant un moment, puis que 5 ans après, dit hey, finalement, j'avais peut-être tort. Il me semble que ça se voit pas souvent en politique. J'ai l'impression que même des deux côtés, c'est quelque chose que le monde se dirait ah, ben, il change d'idée juste pour plaire. Puis... Mais c'est ça. Mais moi, je pense que c'est pernicieux comme comportement. C'est pas... changer d'idée, c'est très sain. Anecdote personnelle, si vous me permettez. Moi... Tu me vous vois maintenant? Je parlais à l'audience. Les 3 personnes. Merci maman, merci papa. Quand j'étais jeune, souvent ça m'arrivait d'exprimer mes idées ou mes opinions à mes amis de façon vraiment convaincante. Puis là, par exemple sur la musique ou des choses comme ça, comme « Ah, lui est meilleur que lui » ou « Ce rapper-là, il est fou ». Puis là, ben, plus tard, je vieillis puis je dis le contraire, puis ils sont comme « Ben là, t'as dit le contraire. » C'est comme « Ouais, mais j'ai changé d'idée. » Genre, c'est comme... Puis pour moi, c'est naturel puis c'est sain. Puis je pense qu'on devrait être plus prêt à accepter ça surtout chez les figures importantes du monde intellectuel, du monde politique. C'est quelque chose qui est très simple, puis Popper, il serait le premier à dire que c'est ce qu'il faut dans la science en général. Là. Ouais, mais ça me fait penser à juste une anecdote personnelle aussi. Je me considère comme quelqu'un d'assez rationnel, mais oui, j'ai eu mon lot de croyances plus jeune. Par exemple, je croyais au 2012, mais j'y croyais pas vraiment, mais j'avais un petit doute. Disons que j'ai eu peur le 21 décembre. Mais entre autres choses, je me considère comme quelqu'un de rationnel. Puis l'autre jour, j'écoutais quelque chose sur les mentalistes. Est-ce que tu sais c'est quoi les mentalistes? Non. Fait que les mentalistes, c'est comme les nouveaux magiciens. Okay. Mais c'est ceux qui te présentent des tours, puis qui vont dire by the way, c'est pas de la vraie magie, c'est des tours. Mais la manière qu'ils vont expliquer les tours, c'est toutes des choses un peu sur le comportement. Donc, ils vont dire, tu sais, je t'ai suggéré la carte parce que j'ai vu dans la manière que tu bougeais tes yeux, j'ai vu que c'était un 7 que tu pensais, puis tout ça. Fait, dans le fond, ils vont y aller avec des choses qui semblent scientifiques un peu, ou, tu sais, comme le langage corporel, ça a été prouvé que ça existe, là, c'est qu'il y a une certaine communication corporelle, mais eux, ils vont aller exagérer ces choses-là. Puis moi, je croyais vraiment à ça. Okay. Fait que moi, je croyais vraiment que ces personnes-là étaient capables de distinguer, par exemple, d'aller de voir les micro-expressions dans les visages puis de savoir à quoi la personne pense, tout ça. Finalement, c'est tout un scam. Ouais. Puis moi, en voyant pas le documentaire, mais c'est une personne qui faisait du mentalisme puis qui expliquait ça. Oh, j'ai eu honte là, sur le coup. Là. Moi, j'y ai cru. Moi, quand j'étais petit, je voulais être mentaliste. Ben non. Je voulais pas être mentaliste, mais comme je trouvais ça super intéressant. Ouais. Fait que, mais l'idée de penser que tu es capable de comprendre les gens d'une façon aussi précise, avec juste du langage corporel, c'est sûr que c'est intéressant. Ouais. Ben c'est ça, exact. Puis moi, je voulais y croire, puis jusqu'à récemment, je pensais que c'était vrai. Puis ben là, je m'en cache pas, mais je suis un peu embarrassé de dire que
finalement, c'est une grosse c'est ça, arnaque. Puis on oublie des fois que les émotions ont une place très importante dans nos croyances puis dans nos rationalisations du monde. Donc, de se faire rejeter ses idées, c'est blessant. De se rendre compte qu'on s'est trompé, ça peut être blessant, ça peut être humiliant, comme tu le dis. Ouais. Mais c'est un exercice qui est nécessaire si on est curieux puis si on aimerait ça découvrir de plus en plus sur le monde. Donc, c'est pour ça que peut-être que Popper, il est d'autant plus intéressant quand on l'aborde sur cet aspect-là. C'est que il faut, selon lui, le bon scientifique, non seulement il émet une théorie, mais il fait tout ce qu'il peut pour la falsifier. Et non essayer de la prouver. Donc ça, il a comme renversé le jeu qui était... À l'époque, on disait beaucoup qu'on prouvait des théories, puis lui a fait, finalement, non. On fait juste éliminer des mauvaises idées, puis on avance comme ça, puis il n'y a pas vraiment de vérité dans la science. On n'est jamais certain. C'est des vérités provisoires qu'ils appellent. C'est ça. Puis aussi, je pense que c'est pas possible de prouver que quelque chose est vrai habituellement. C'est tout ça? Ben, c'est que... Puis ça, c'est un des points que je voulais aborder. Ouais. Si tu me permets de revenir un peu en arrière pour répondre à ta question. Ouais. Moi, j'ai longtemps... Jusqu'à temps que je fasse des mathématiques plus avancées, j'ai longtemps tenu les mathématiques comme vraies. Puis pas juste vraies comme vraies dans un sens tautologique ou vraies juste par construction, mais vraies dans un sens fondamental, dans le sens un peu une idée platonicienne des mathématiques, que c'était quelque chose qui existait dans le monde, qu'on découvrait avec notre raison. Comme je me souviens d'avoir déjà dit à mon ami comme... L'intégrale, ça existe dans le monde, on l'a juste découvert, on l'a pas inventé. Puis, quand tu creuses un peu, les mathématiques, ultimement, reposent sur des axiomes. Donc, les axiomes, on peut pas les prouver, il faut les accepter avant de déduire tout le reste des mathématiques. Okay? Ces axiomes-là, on les choisit parce qu'ils donnent les théories qu'on veut. On fait pas... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on commence pas en se disant « Voici les axiomes, trouvons des théorèmes ». On a une idée plus ou moins complète d'une théorie, on trouve des théorèmes, puis après, on reconstruit notre théorie sur un modèle axiomatique. Mais ça vient dans un deuxième temps. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la vérité d'une théorie mathématique repose ultimement sur des axiomes qui sont pas prouvables, qu'on doit accepter. C'est comme des dogmes, en fait. Exactement. Ça devient un peu des dogmes. C'est ça, c'est comme un dogme qu'on doit accepter. Puis, quand j'ai vraiment appris ça, puis quand j'ai vraiment apprécié ce fait-là, ça a complètement changé ma vision des maths. Puis, au début, ça peut être un peu décevant, parce que j'ai toujours tenu... j'ai toujours aimé les maths, j'étais bon en maths quand j'étais jeune, puis ça avait une grosse place dans ma personnalité, puis j'étais content de savoir que je connaissais des choses d'une certaine façon qui étaient vraies. Genre, c'est comme, finalement, quelque chose qui est vrai, parce que j'ai toujours douté de tout. Mais là, de voir que même les mathématiques, ils n'ont pas ce caractère-là, c'est comme, c'est blessant un peu. Ouais. Donc, ça, c'était ma parenthèse. Ensuite, comment est-ce que la science, prenons la physique, utilise ça pour faire des vérités provisoires, découvrir des vérités provisoires. Donc, on le sait, la physique, si on en a étudié, c'est très mathématique. Ouais. On peut penser à la loi de Newton, F égale ma, ou à E égale mc2. C'est toutes des relations mathématiques. Puis, les axiomes en tant que tels qu'on utilise pour construire des théories mathématiques, ils ne sont pas directement interprétables en objets réels. Okay? Donc, prenons par exemple la théorie des probabilités. Okay? La seule façon qu'on sait que notre théorie des probabilités marche, entre guillemets, c'est en faisant des expériences probabilistes. Donc, prenons une pièce de monnaie, on la jette 100 fois, puis on regarde combien il y a de piles, combien il y a de faces. En principe, c'est un phénomène qui est purement physique. Donc, on serait capable, si on était très minutieux, de prévoir la pièce. Elle tomberait pile ou face, dépendant de combien de force qu'on met dessus et la friction dans l'air, etc. Ouais.
Mais la théorie de la probabilité, qui est une construction mathématique super élaborée, pour être capable de dire ça représente bien des phénomènes concrets, il faut faire des expériences. Puis c'est comme ça que la physique procède aussi. On a des théories mathématiques, mais a priori, les concepts mathématiques ne correspondent à rien dans la réalité. Puis c'est après, à travers des expériences, on se rend compte, on a tellement de preuves que tel concept mathématique correspond à tel concept dans le monde qu'on fait le pont entre les deux. Ouais, on met un par-dessus l'autre. C'est ça. Puis ce jeu-là, il est très subtil. Donc souvent, on va dire E égale MC2, E, c'est l'énergie. OK, mais c'est quoi l'énergie? Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on définit l'énergie, tout ça? Quelqu'un pourrait te répondre, c'est ce qui est égal à MC2, c'est ça l'énergie. Ou F égale MA, c'est quoi une force? C'est ce qui est égal à MA. Mais si on veut expliquer c'est quoi une force dans le monde, il faut avoir tout un bagage d'expérience puis de tests derrière notre concept pour être capable de le valider comme étant un concept qui est réellement dans le monde. Mm-hmm. Donc, la raison pourquoi je dis ça, c'est pour faire le pont entre ce qu'on disait plus tôt. Même si on a des théories hautement mathématisées de la physique, on a plein d'expériences qui viennent corroborer ces résultats-là. Le pont entre notre théorie et la réalité, il est toujours sujet à être renversé, il est toujours sujet à un petit doute. Il n'y a jamais une confirmation à 100% que nos constructions théoriques représentent réellement le monde, malgré toutes les expériences, toutes les applications, toutes les technologies incroyables qu'on est capable de faire avec notre théorie. Le pont entre la réalité et la théorie, il y a toujours une part d'incertitude. Puis c'est cette incertitude-là qui vient, comme je disais plus tôt, donner un peu une dose d'humilité à la science. Que oui, on a plein de succès, oui, on fait plein de choses comme il faut, mais ultimement, notre but, c'est, du moins mon but, de la façon que je vois la science, ultimement, le but, c'est de comprendre la réalité. Puis cette compréhension-là de la réalité, elle est toujours partielle, provisoire, mais sujette à changer. Fait que dans le fond, ça serait de se rendre le plus loin qu'on peut vers la compréhension de la réalité du mieux qu'on pourrait la comprendre. Exactement. Puis c'est là on pourrait jamais toucher la réalité. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis ça peut être très embêtant, par exemple, de dire, c'est vrai que quand je laisse tomber un objet, il tombe, donc la gravité, c'est vrai. Oui, dans un certain sens, dans le sens que on a... Excusez. Dans le sens qu'on a tellement d'expérience, tellement de façons d'approcher le concept de gravité dans le monde réel que il serait fou de croire qu'on n'ait pas découvert quelque chose de vrai. Mais vient Einstein qui dit la gravité, c'est pas tout à fait ce qu'on pensait que c'était. C'est plutôt ça. Puis qui dit que quelqu'un d'autre va pas trouver une autre vision de la gravité qui va être différente de celle qu'on a. Puis c'est comme ça qu'on évolue. Puis... En fait, l'agissement va toujours rester le même. T'sais, si on lance une balle, elle va tomber par terre. L'agissement va toujours être là, mais le concept de gravité va pouvoir totalement changer d'ici 1000 ans. Ça pourrait être complètement quelque chose de différent. Exactement. Ouais. C'est ça que... c'est comme un peu ceux qui croient à la Terre plate. Je vais faire un exemple. C'est vrai qu'eux, ils croient pas nécessairement à la gravité, mais ils croient par exemple que le sol lève à 9,8 mètres par seconde. Dans le sens que leur conception de la gravité est complètement différente de celle qui prône que la Terre est ronde. Mais dans les deux cas, la balle tombe par terre. Comme dans les deux cas, la balle puis tombe. la raison pourquoi on juge ces gens-là fous, en général, c'est parce que il y a plein d'autres expériences, puis il y a plein d'autres concepts dans notre réseau de concepts qu'on appelle la physique, qui montre que celle-là, elle est vraiment moins intéressante que... Ça serait beaucoup plus dur à expliquer celle-là que le fait que la Terre soit plate avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Ouais. Puis c'est là que la science gagne sa force, c'est dans l'interaction entre ces concepts, dans la force entre les liens, puis c'est pour ça que quand, par exemple, Einstein fait sa théorie, au début, c'est un choc, mais après, il dit...
OK, mais de ma théorie, je déduis qu'il y aura tel phénomène qu'on pourrait observer. Puis là, ils font l'expérience, puis ça marche. C'est comme il a prédit. Mais c'est là que la force de l'idée d'Einstein vient, c'est quand quelque chose qui semble d'être non relié avec sa théorie, qui est juste une déduction logique, mathématique, a sa manifestation dans le réel. Quand on observe ça, mais là, ça nous donne un sentiment de « OK, on a des concepts féconds. On a des concepts qui expriment bien une certaine réalité. » Mais il faut toujours se dire que ces concepts-là n'ont pas le dernier mot. C'est pas la science n'est pas finie. On pourrait être encore jeté en bas de notre chaise par un nouveau Einstein qui renverse complètement notre vision du monde. Puis c'est là à la fois quelque chose de qui peut être difficile à accepter, comme tout est provisoire. Même aujourd'hui, on a encore des doutes sur notre connaissance, mais en même temps, c'est quelque chose de stimulant, d'intéressant de dire il y a un monde de possibilités qui s'ouvre à nous. Il y a toujours des choses qu'on pourra comprendre, des choses nouvelles sur le monde. Mais moi, je trouve ça bien plus intéressant de marcher dans la vie en sachant que il y a des choses qui vont nous étonner. Puis justement, de rester dans la mentalité d'esprit ou l'état d'esprit. Dans l'état d'esprit qu'on se dit peut-être que dans notre vie, on va vivre genre comme un mind shift. Là. On sait pas. Là. Au moins de rester dans l'état d'esprit que c'est... tu sais, j'ai hâte. Peut-être qu'on peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Là. Ouais, des exact. Choses comme ça. De vivre un peu là-dedans, cool. même si aujourd'hui, rationnellement, ce serait con de penser que ce serait probable. Mais de se dire, ça serait le fun, tu sais, de... Ben c'est ça, je pense que cette vision optimiste vient un peu nous sauver de notre déception première. Ben, du moins, dans mon expérience, quand tu creuses un peu puis tu te rends compte qu'il y a plein d'incertitudes partout, même dans ce que tu penses être le plus ancré, le plus vrai, il faut garder l'optimisme de dire ben ça nous permet d'accéder à des étonnements, des surprises, des nouvelles connaissances, etc. Alright. Ben, moi, je trouvais ça vraiment nice comme première édition. Ouais, ça a bien été. J'espère que ceux qui vont écouter vont trouver ça aussi intéressant que ça l'a été pour nous. Yes. Puis, on devrait refaire ça dans un mois, j'imagine, quelque chose comme ça. Ouais, on va refaire ça dans un mois. On sait pas encore le sujet. On sait même pas encore le nom de... C'est ça, moi, je dois faire plein de maths entre-temps, mais j'ai avoir un petit peu de temps de lecture pour vous, là. Alright, c'est cool. Ben, merci. Ciao. Ciao.